Merci beaucoup. Alors, ce dont je vais vous parler aujourd'hui, en fait, est très en lien avec ce dont aurait dû parler Michael au début de la séance, notamment les formations qui ont été créées à l'Université de Montréal concernant l'édition numérique et puis aujourd'hui un micro-programme en humanité numérique. La Text Encoding Initiative constitue un effort international pour unifier des pratiques d'encodage des textes dans le domaine académique. Elle désigne à la fois un standard et une méthodologie pour la production d'éditions structurées, fondée sur l'utilisation du langage de balisage XML, Extended Markup Language, et bien évidemment, il ne s'agit pas du seul standard en vigueur dans ce domaine. Mais plus qu'un format ou d'un standard, la TEI constitue un cadre de travail pour l'édition critique numérique qui s'avère particulièrement flexible pour toutes sortes d'utilisations dans le domaine académique, au point qu'elle est devenue en quelque sorte une lingua franca des digital humanities, en particulier en Europe. Difficile aujourd'hui d'envisager de produire des contenus textuels dans les humanités numériques sans tenir compte de la TEI. Alors, à la fois spécifications techniques et ensemble de recommandations pour l'encodage des textes, la TEI est aussi distribuée sous la forme d'un logiciel libre destiné à faciliter le travail avec les textes structurés et adossé à une forte communauté. C'est l'un des projets sans doute les plus anciens. Alors, on n'a pas de retour d'écran, donc je vais essayer de... Est-ce que vous voyez clair? C'est très grand, hein, je pense. C'est aussi un des plus anciens projets et les plus durables projets des Digital Humanities, puisque la création de la TEI remonte à 1987, c'est-à-dire plus de 35 ans déjà. Il s'agit d'une des réalisations les plus abouties de la communauté des humanités numériques, comme le témoigne le prix Antonio Zampoli que la communauté a reçu en 2017 à l'occasion de la Conférence mondiale des humanités numériques à Montréal. Donc sa prédominance dans le champ a toutefois très tôt suscité diverses critiques, des DH 2014 par exemple. D'abord, des représentations alternatives du texte sont évidemment possibles et parfois même souhaitables si on veut représenter la sémantique ou par exemple la versification. Mais c'est surtout la prédominance du texte dans le domaine des humanités numériques qui était critiquée à la faveur d'autres types de sources ou d'approches jugées plus computationnelles. Quoi qu'il en soit, il nous semble que l'apprentissage de la TEI reste fondamental dans le cadre d'une formation aux humanités numériques, ne serait-ce que pour des raisons conceptuelles. Et j'essaierai de montrer avec cette communication que c'est précisément en tant que cadre de travail pour l'édition de texte que cette TEI présente un intérêt pédagogique tout particulier. Alors, pour ce faire, je vais d'abord revenir un petit peu sur mon parcours, comment j'ai rencontré la TEI. Vous allez voir, je pense que ça détermine beaucoup en réalité la manière dont on l'enseigne et finalement ce qu'on fait avec. Puis j'aborderai des aspects spécifiques à la TEI et des enjeux qui sont plus propres à la modélisation. Alors pour commencer, je me suis essayé ces derniers jours en préparant cette communication. Alors voilà un exemple de document TEI. Vous voyez qu'il s'agit d'un langage de balisage qui rappelle, pour ceux qui connaissent HTML, le langage HTML, c'est normal. On est sur un langage de balisage qui utilise XML, qui est un cousin de SGML, parent de HTML, qui va permettre d'ajouter en fait des couches de sémantique sur un flux textuel et donc en quelque sorte de l'annoter. Et cette annotation, elle va permettre une exploitation du document par des moyens informatiques, c'est-à-dire sa transformation et sa conversion dans différents formats. Et c'est une des raisons pour laquelle la TEI s'est imposée en fait comme un format pivot dans le domaine de l'édition savante. Alors pour commencer, en commençant cette communication, je voudrais faire l'effort de m'essayer à une généalogie de mon utilisation de la TEI. Il s'agit en particulier de souligner ici l'importance de la transmission, sans compter que je crois qu'on enseigne sans doute en partie comme on a été enseigné ou alors en réaction à ce qui nous a été enseigné. Et surtout, je crois que si je regarde le parcours que j'ai eu à l'égard de la TEI, ça a d'abord été une rencontre avec une communauté très associée à la communauté des humanités numériques qui a largement façonné en fait mon positionnement en tant que chercheur. Alors, en me demandant, j'ai essayé de me souvenir de la première fois où j'ai entendu parler de la Text Encoding Initiative. En fait, c'est sans doute à l'occasion d'une formation organisée par l'Agence nationale de recherche autour de 2009 à Lyon sur les questions de droit d'auteur. En fait, cette formation avait lieu dans le cadre du lancement des premières ANR Corpus en France. L'ANR est l'Agence nationale de recherche, c'est un peu l'équivalent du CRSH ici au Canada. Et à partir de 2008, en fait, l'ANR a lancé un grand chantier de constitution de corpus sans forcément donner des directives techniques
aux participants et j'étais engagé sur un des projets qui a été financé en 2009, ce qui m'a amené à aller dans cette formation. J'ai donc rencontré des gens à Lyon qui travaillaient sur ces questions et qui utilisaient la TEI, qui m'en ont parlé, que j'ai retrouvé en réalité à l'occasion d'un premier ZadCamp de 2010, le premier ZadCamp à Paris, qui a donné lieu à la production du manifeste des Digital Humanities, dont vous avez peut-être entendu parler, mais qui a en fait surtout été le lancement en réalité d'une communauté des humanités numériques en France, autour duquel après se sont constituées l'association Humanistica ou la revue Humanité numérique. Et dans cette session du ZadCamp, notamment, alors ici vous avez l'affiche, Emmanuel Morlock, que j'avais croisé à Lyon, a animé un atelier intitulé l'encodage TEI, qui doit encoder. Et c'était particulièrement intéressant parce que l'enjeu était de savoir en réalité si l'encodage constituait une pratique savante ou il s'agissait seulement d'une pratique technique à déléguer notamment à des ingénieurs d'études ou des ingénieurs de recherche. Alors dans la foulée de cet événement était lancée une invitation pour participer à une journée d'études intitulée La TEI en France, pratique et perspective, organisée à Lyon par le réseau MUTEC, réseau... ça, c'est le projet sur lequel j'ai travaillé à l'époque. Réseau MUTEC qui regroupait en fait des ingénieurs de recherche et qui se sont lancés en fait dans toute une série de formations techniques, en particulier autour de la TEI. Alors cette formation a été l'occasion de rencontrer en réalité tout un tas d'acteurs qui, si je le regarde a posteriori, en fait sont aujourd'hui des figures déterminantes de l'utilisation de la TEI dans la communauté francophone. Je pense à Pierre-Yves Buard, des presses universitaires de Caen, je pense à Aurélien Bérat, qui a longtemps présidé l'association Humanistica, et en fait a été en quelque sorte le point de départ de la création d'une communauté. On est dans une situation où en fait la cyberinfrastructure de recherche à l'époque Adonis, avant qu'elle s'appelle Humanum, cherche à essayer d'implémenter des bonnes pratiques dans la communauté française et pour ce faire en fait subventionne et supporte toute une série d'initiatives pour former des acteurs à des bonnes pratiques et introduire des bonnes pratiques. Alors ces bonnes pratiques, par la suite, elles vont devenir conditionnelles à la réception des subventions, ce qui n'a jamais été le cas en réalité au Canada, mais qui était peut-être possible aussi en France parce que il existe un corps de métier, les ingénieurs d'études et les ingénieurs de recherche, qui peuvent être chargés des tâches techniques qui sont liées à la maintenance ou à la production des éditions numériques. Donc il y a des enjeux de formation en fait d'une communauté professionnelle avec des métiers qui étaient sous-jacents à l'organisation de ces formations. Alors dans la foulée de cette formation, au-delà des compagnons de route que j'ai rencontrés, ou même des enseignants comme Florence Claveau, qui venait de créer un master technologie numérique appliquée à l'histoire à l'École nationale des chartes, Lou Burnard, qui a enseigné dans cette formation, qui est l'éditeur principal de la TEI. En fait, on a constitué, j'ai beaucoup collaboré avec des gens de MUTEC pour organiser d'autres formations, par exemple sur XQuery ou des langages pour l'utilisation de ces documents. Alors je voudrais parler... dire en fait qu'à ce moment-là, il n'y avait presque aucune formation initiale offerte dans le domaine des humanités numériques qui adresse la question de la formation à l'édition structurée en utilisant XML TEI. Et l'apprentissage des technologies numériques se faisait généralement à cette époque sur le tas, d'où la très grande importance en fait de ces rares formations professionnelles. Je voudrais parler aussi du plaisir et de l'excitation d'un jeune chercheur lorsqu'il découvre en réalité XML, en particulier du point de vue de l'historien, le format paraissait particulièrement offrir une solution pour traiter informatiquement des sources complexes sans démanteler des documents comme on le faisait traditionnellement avec les bases de données relationnelles où l'information doit être extraite, segmentée, discrétionnée en quelque sorte pour être exploitée. Travaillant donc du coup sur le projet d'ANR Desgodé, j'ai rejoint le master technologie numérique appliquée à l'histoire et finalement choisi d'avoir une double formation dans ce domaine. À cette époque, j'ai pu expérimenter le fait que les ressources pédagogiques sur le sujet étaient extrêmement peu nombreuses. Il y avait donc un collègue à Pittsburgh qui maintenait ce portail. Il vient de prendre sa retraite. Vous aviez TI by Example et puis éventuellement à Brown,
par exemple ce projet sur des écrits féminins, qui constituait en fait les principales sources pour qui voulait se mettre à la TEI en dehors du site même de la TEI. Alors aujourd'hui, ces ressources se sont beaucoup diversifiées, notamment avec la création du réseau Dixit, pendant la Covid, la publication de cours pour la TEI par Elena Pierazzo, par exemple. Tout ça pour dire que en fait, je suis devenu un évangéliste de la TEI. C'est le problème des jeunes récemment convertis. En fait, ça m'a amené à adopter une position d'enseignant. Et en réalité, Camille Desenclos m'a proposé de prendre en charge la formation continue de l'École nationale des chartes qu'elle devait quitter suite à son recrutement à Strasbourg à partir de 2014, et qui était en fait un des lieux de formation principal des professionnels sur ces questions dans le domaine français avec l'université de Tours. À partir de 2015, du coup, j'ai proposé à Lou Burnard d'animer ces formations avec moi, et ça a été très intéressant parce que Lou en fait est dans une tradition pédagogique qui est plutôt celle d'Oxford, très centrée sur la pratique, peu orienté en réalité, qui met pas en avant en réalité des questions théoriques, et de me confronter en fait à des modalités d'enseignement de ces questions techniques un petit peu différentes des pratiques françaises. Et donc, lors de mon arrivée au Québec, à l'Université de Montréal, j'étais particulièrement surpris de la quasi-absence en fait de la Text Encoding Initiative dans la communauté de recherche. J'avais beau chercher, j'ai trouvé peu d'interlocuteurs au Québec qui s'intéressaient aux questions d'encodage de documents. Aucune formation n'était réellement offerte à ce sujet dans la belle province. Pourtant, le Canada s'était distingué par des réalisations assez importantes en fait dans le domaine. Alors, c'est pas qu'il y avait rien, hein, en l'occurrence. Il y avait l'important travail de Sophie Marcotte sur Gabriel Roy, qui a été porté entre autres à Figura, avec Hyperroi, mais en fait une activité assez réduite dans ce domaine, ou des projets anciens, comme du savoir encyclopédique à l'encyclopédie des savoirs, de Josiane Boulad-Ayoud, avec François Daoust, autour de systèmes d'analyse de texte par ordinateur qui portaient sur des textes de la Révolution. Et pourtant, on avait un certain nombre d'acteurs clés de XML au Canada. Le Canada, en fait, a accueilli longtemps la conférence Balisage ou d'autres conférences sur XML, et notamment c'est le cas d'Yves Marcoux ou Guy Lapalme à l'Université de Montréal. Alors on a, dans ce contexte, en fait, voulu créer un atelier au sein du CRIN, destiné aux chercheurs, aux membres du CRIN, pour orienter en fait des formations pratiques qui faisaient défaut à ce moment-là à l'Université de Montréal, et en essayant de... En fait, ces ateliers ont constitué une sorte de galop d'essai pour la constitution de premiers cours qui ont été inscrits d'abord dans un programme d'édition numérique, programme créé autour de 2018, ce qui a permis en fait de réitérer ce cours avec Johanna Cazeneuve, puis Nicolas Soré et Antoine Fauchier. Je vais vous montrer, je pense que j'ai la dernière version, si mon ordi veut bien me donner la main. J'ai ici le plan de cours en ligne auquel vous pouvez accéder. Et depuis 2022, en fait, ce cours s'inscrit dans le contexte de la création du micro-programme Humanité numérique et a été rejoint par un cours avancé de programmation documentaire et de modélisation qui permet d'adresser à la fois ODD, donc qui est un langage de modélisation avec TEI, et une première initiation qui est double siglée, donc qui permet de travailler en premier cycle et deuxième cycle. L'idée avec ces formations, qui accueillent chaque année une dizaine d'étudiants, c'est de les former aux techniques d'édition structurée, à la fois avec des profils académiques pour l'utilisation de ces techniques d'encodage dans leurs propres travaux de recherche. Et plusieurs étudiants en fait ont développé l'utilisation de la TEI sur des projets de thèse ou d'autres choses. Et puis aussi de former des profils plus professionnels qui pourraient se spécialiser en tant que personnel de recherche sur ce domaine. Pour l'essentiel, il s'agit surtout de faire entrer les étudiants dans une communauté de pratique qui est celle de la TEI et d'organiser en quelque sorte cette rencontre que j'avais pu expérimenter précédemment. Alors je voudrais revenir sur
l'idée de TEI comme cadre de travail, quand on envisage la TEI, en fait, il s'agissait ici de former les étudiants. Il s'agit de réfléchir à la manière dont on balance des aspects pratiques et théoriques dans le contenu de l'enseignement. Les ateliers qui avaient dans un premier temps été offerts par le CRIN consistaient à introduire des formations pratiques pour les membres du centre et les étudiants. Lorsque ces ateliers ont été intégrés dans le contexte du microprogramme en édition numérique, cela posait cependant la question du choix du format documentaire à enseigner. Si on enseigne notamment dans le monde de l'édition, pourquoi pas enseigner EPUB, pourquoi pas enseigner des formats plus standards dans le monde de l'édition. Je pense à XML Erudit, qui est le schéma utilisé par la plateforme Erudit au Canada, ou JATS, qui est un format largement utilisé dans le domaine de l'édition savante. Le choix qu'on a fait était d'adopter la TEI parce que, en réalité, il existait un cours obligatoire intitulé Technologie pour l'édition numérique au sein du microprogramme, qui offrait déjà un panorama des différents enjeux liés à l'édition structurée et des différents formats. Il nous a paru donc nécessaire plutôt de focaliser l'approche du cours sur des questions plus pratiques, mais aussi complémentaires, avec le cas de l'édition critique numérique, qui est un cas particulier en fait par rapport à l'édition en général, et un domaine de l'édition structurée particulièrement exigeant en raison d'enjeux de représentation parfois complexes et de l'important investissement que cela requiert. Alors, je vous montre ici un document qu'on utilise encore dans le cadre de cette formation, et si je vous le montre, c'est parce que ce document, c'est celui qu'avait utilisé Florence Claveau pour me former la première fois. J'ai essayé avec Lou Burnhart de travailler sur des manuscrits de Loulipo, avec Johanna Cazeneuve sur une lettre de Robert Desnos, très intéressante pour plein d'aspects. Mais l'avantage de ce document, c'est qu'il est extrêmement concis, mais en même temps, il est extrêmement complexe. Donc c'est une charte du 18e, liée à des voyages de la cour à Versailles, mais qui, vous voyez, organise des questions et des réponses avec des paraphes et toute une série d'éléments facilement appropriables dans le cadre d'un cours, mais qui posent des questions de représentation structurée importantes, en particulier quand on passe dans le domaine de l'édition XML. Et alors, ce qui est particulièrement intéressant avec la TEI dans un contexte pédagogique, c'est qu'en réalité, la TEI n'impose rien aux chercheurs pour représenter ce document, et qu'en fait, le travail sur l'édition du document implique en réalité toute une série de discussions, de choix et de solutions pour utiliser le balisage pour représenter au mieux ce document. De ce point de vue, en fait, la TEI propose un cadre de travail qui permet de traiter différentes cas de figure grâce à un vocabulaire XML, une documentation qui fournit la sémantique de ces balisages en langage naturel, mais aussi un ensemble de recommandations publiées sous l'intitulé Guidelines, qui constitue en quelque sorte une ontologie générique du texte ou une méthode d'édition critique, mais aussi ce qui est intéressant du coup en termes de formation, c'est que il n'y a pas de recette en réalité pour utiliser la TEI, mais à chaque fois en quelque sorte une discussion qui implique d'utiliser la TEI pour modéliser en quelque sorte cette édition. C'est aussi un projet qui nous paraît intéressant en termes pédagogiques, puisque c'est un projet libre et open source qui est adossé en fait à une forte communauté et qui est construit et distribué sous la forme d'un logiciel libre. En fait, la TEI, c'est pas seulement un langage de balisage, c'est un ensemble d'outils et des chaînes de transformation qui permettent de générer des documentations de documents, des schémas, des transformations de l'édition critique, et donc aussi d'introduire les étudiants à des chaînes de transformation à partir des choix de modélisation qu'ils opèrent. Donc il y a en fait à travers la TEI quelque chose qui relève plutôt du cadre de travail pour l'édition de texte et de propositions qui sont faites aux chercheurs pour structurer ces documents. Je vais essayer de raccourcir un petit peu ma communication pour être dans les délais. Du point de vue technologique, on pourrait considérer que par exemple XML est aujourd'hui une technologie en partie obsolète. En pratique, la TEI en réalité c'est rendu indépendante du modèle XML. Donc le modèle XML est simplement un support en réalité pour travailler qui permet de disposer toute une série d'outillages pour travailler. Alors, la formation prend la forme, en fait, prend une forme intensive. Il s'agit de 3 journées pleines, en général. Pour les étudiants, c'est assez rare, en réalité, d'être plongé, en quelque sorte, dans
dans ce type de travail. Il ne s'agit pas, évidemment, dans un délai si court, de faire des spécialistes, mais plutôt de produire en réalité des utilisateurs informés qui soient capables d'adopter des pratiques réflexives à l'égard du modèle et du format et de son application. En effet, la TEI, du point de vue de la documentation, c'est plus de 1400 pages de texte, plus de 360 éléments, je crois, aujourd'hui, des dizaines de modules, un système de classe complexe, ce qui a nécessité justement l'introduction d'une formation de niveau 2, plus avancée, pour maîtriser en fait les éléments de documentation. Mais l'idée, avec le format de ces ateliers, c'est celui d'une initiation. Ceux-ci permettent de familiariser les étudiants avec des enjeux techniques, tels que des notions de format d'encodage, de métadonnées, des enjeux de modélisation et de représentation du texte qui ne vont pas de soi en réalité et qui posent sans cesse des problèmes, et en particulier qui introduisent les étudiants à des enjeux de réduction, c'est-à-dire de traduction à travers le choix de modélisation. Et s'ils permettent d'offrir des bases suffisantes pour les rendre autonomes dans le cadre de leur recherche, les ateliers, du coup, nécessitent après pour les étudiants de travailler par eux-mêmes. L'idée est de les autonomiser, mais en fait de leur donner l'ensemble des bases comme point de départ pour pouvoir travailler de manière indépendante. En tout cas, telle qu'elle est conçue, la TEI est plus qu'un format ou une spécification technique. Elle constitue plutôt un cadre de travail pour l'édition de textes qui laisse entièrement libre le chercheur dans ses choix de modélisation, et elle impose seulement une déclaration explicite de leur documentation, ce qui en soi peut constituer en réalité une méthode d'édition moderne et permet en fait d'introduire les étudiants à des chaînes et des processus de travail beaucoup plus structurés qui permettent l'exploitation automatique des documents. Ce que je pense, c'est que ces qualités, en réalité, de la Text Encoding Initiative en font un véritable objet, un bel objet pédagogique qui, en fait, peut servir de support à l'enseignement de la modélisation informatique. Je vous remercie.